Bonjour. Alors, ma présentation va être un peu différente de la présentation précédente, dans le sens que je n'aurai pas d'analyse ou de résultats analytiques sur l'enquête des ménages. En fait, je vais vous parler de l'enquête sur les ménages puis de la qualité, parce que, par contre, la présentation précédente a parlé beaucoup de questions de qualité. L'enquête nationale des ménages reste quand même une des enquêtes, c'est l'enquête sociale volontaire la plus grosse qu'on a à Statistique Canada. Ça a quand même été une enquête administrée sur 4,5 millions de ménages. C'est une enquête volontaire, c'est certain qu'elle n'a pas eu le même taux de réponse qu'une enquête obligatoire. Je vais vous parler un peu de certains indicateurs de qualité, certaines mesures que vous pouvez utiliser pour essayer de voir la qualité des données, des choses à regarder. Je vais parler de certaines dimensions, des choses que nous autres, on a observées dans nos analyses quand on a fait un peu d'analyse de qualité. Alors, quand on a fait l'enquête nationale des ménages en 2011 en même temps que le recensement, c'était la première fois qu'une approche comme ça était implantée, où on avait une enquête volontaire qui était faite en même temps que le recensement. Puis ça reste notre enquête volontaire la plus grande faite auprès de Statistique Canada. On savait que c'était une enquête volontaire. On sait que de façon générale, les enquêtes volontaires ont un taux de réponse inférieur à une enquête obligatoire. Fait qu'en partant, pour essayer de se protéger, dans une enquête obligatoire, on avait un taux de réponse ou un taux de sondage de 1 sur 5. On allait échantillonner 20 de la population. Dans l'enquête nationale auprès des ménages, on a été chercher 4,5 millions de logements, donc environ un logement sur 3. C'était un échantillon aléatoire. Puis dans les régions, des petites régions, dans les régions nordiques, les régions plus éloignées, on a été chercher 100 des logements dans notre échantillon, parce qu'un taux de non-réponse dans une petite région, on était inquiet sur des petites tailles d'échantillons. Fait que dans les régions éloignées, les régions dans le nord, on a été chercher 100 des logements. La première phase, on a fait l'enquête, le recensement de la population. C'était une collecte où on offrait une option électronique ou une option papier. Puis, dans la première phase, surtout pour la collecte électronique, on offrait l'option de faire le recensement et l'enquête du ménage sur les ménages tout de suite après. On a fait une deuxième phase de suivi, on a fait une troisième phase de suivi. Puis, à la deuxième phase, on a décidé de choisir un sous-échantillon, mais pas de le choisir de façon aléatoire. Fait qu'on était inconscient que les non-réponses risquaient de ne pas être homogènes, que certains groupes pouvaient être des régions géographiques qui pouvaient être plus disparates, pouvaient peut-être avoir plus de non-réponses. Alors, on a choisi un sous-échantillon en se basant sur le taux de réponse qu'on observait jusqu'à ce moment-là. On a regardé aussi les caractéristiques de 2006 pour essayer de déterminer une certaine hétérogénéité ou homogénéité de la région. Puis quand une région était plus hétérogène, on a été chercher un peu plus de gens dans notre échantillon pour faire le suivi, alors que quand la région était homogène, on a pu choisir un échantillon un peu plus petit. Ce qui fait que notre allocation des sous-échantillons a varié de façon géographique, puis en fonction du taux de non-réponse puis du degré d'homogénéité. Ça a été mentionné à la présentation précédente. Ça nous donne donc deux taux de réponse. On a un taux de réponse officiel qu'on a caractérisé à 68,6 %. C'est notre taux non pondéré parmi les logements privés occupés. Par contre, quand on tient compte du fait qu'on a fait un sous-échantillonnage de façon différente, dépendant de l'homogénéité, de l'hétérogénéité, quand on calcule un taux de réponse pondéré, on est à 77,2 %. Donc, on pense qu'on a compensé pour une partie de la non-réponse en étant peut-être un petit peu plus stratégique dans notre suivi de non-réponse. Puis, sur nos répondants, 44,7 % des répondants ont rempli le questionnaire en ligne. Pourquoi on vous parle du questionnaire rempli en ligne? C'est que les questionnaires remplis en ligne nous ont permis de mettre des vérifications directement au moment de la collecte pour vérifier la qualité de certains des champs spécifiques, ce qui n'est pas possible de faire sur un questionnaire papier, évidemment. Alors ça va probablement être difficile à voir, mais vous l'avez sur notre documentation formelle. C'est les taux de réponse pondérés puis les taux de réponse non pondérés par province. Fait que ça vous donne un aperçu. Fait qu'on a dit qu'on était à 68 % non pondérés au niveau canadien, comme ça a été mentionné à 71,9 % pour le Québec. Quand on regarde les taux pondérés, par contre, on est à 77,2 % au niveau du Canada puis à 80,7 % au niveau du Québec.
Maintenant, le taux de nos réponses, dans les façons dont on les a publiées, on pourrait les faire par aire de diffusion. On les a faites par sous-division de recensement. Les sous-divisions de recensement reflètent en général des municipalités. Puis ça a été une des dimensions qu'on a utilisées pour notre diffusion, pour parler de la qualité. Ici, je vous montre juste les sous-divisions de recensement pour les populations qui ont moins de 5 000 logements, qui étaient occupés par des résidents comme étant leur place habituelle de logement. Parce qu'en général, les taux de réponse dans les provinces, dans les grandes municipalités étaient bien. L'endroit où on a eu plus de difficultés au niveau des taux de non-réponse, ça a été évidemment dans les petites régions, les petites subdivisions de recensement. Puis si vous regardez à travers le graphique, le point à voir, c'est que, bon, la moyenne, on devrait se trouver aux alentours de 70 %, mais c'est clair que dans les petites régions de sous-dénombrement, particulièrement celles de 40 et moins, mais de 40 à 1000, 1500, c'est sûr qu'on a vu de la variabilité au niveau de notre taux de réponse ou de notre taux de non-réponse. Donc, quand on regarde les résultats, puis quand on parle de qualité, bien, à l'intérieur des provinces, des territoires, le taux de réponse était en général bien, particulièrement dans les grands centres urbains. Mais évidemment, le taux de réponse, il a varié par taille de la région, des municipalités. Pour les questionnaires retournés, l'autre chose qui se passe, c'est que de façon générale, dans un questionnaire, ça peut arriver qu'on a un meilleur taux de réponse pour les questions qui sont au début du questionnaire, puis un moins bon taux de réponse à mesure qu'on avance dans le questionnaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les réponses, si on regarde les questions au début du questionnaire, les questions démographiques, socioculturelles, la langue, la mobilité, les caractéristiques d'éducation, les taux de réponse par rapport au recensement, quand on avait en 2006 un questionnaire long, les taux de réponse par variable sont assez semblables. Par contre, à la fin du questionnaire, on voit une diminution dans le taux de réponse de certaines des questions. Puis ça, encore là, vous ne pouvez pas le voir, mais vous allez pouvoir le voir quand vous allez regarder l'article, vous pouvez le trouver sur notre documentation. Mais à gauche, c'est les variables au début du questionnaire, dans le milieu du questionnaire, puis à droite, vous avez les variables en fin de questionnaire, puis on voit que le taux de réponse par item diminue, puis le taux de non-réponse est plus élevé pour les variables qui étaient à la fin du questionnaire. Une des choses qui a été mentionnée précédemment, c'est la question du revenu. Puis ça, c'est une des variables où on a observé plus de non-réponse par rapport à 2006. Une des raisons pour ça, c'est que des fois, on dit qui ne dit mot consent. Dans le questionnaire de l'enquête nationale des ménages, si quelqu'un avait arrêté le questionnaire plus tôt, puis qui ne s'était pas réduit à la question de consentement sur la permission de nous donner accès à leurs données d'impôt, on a supposé que c'était un non. Alors, pour cette raison, notre taux de non-réponse pour les variables de revenus est plus élevé en 2011 que quand on regarde en 2006. Fait que quand on regarde la qualité, de vous donner une ligne directrice puis de dire c'est quoi la qualité de l'ENM, puis ça reste une très, très grosse taille d'échantillon, ça reste un grand échantillon. La qualité, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec les études. Fait qu'on a essayé de donner différentes dimensions ou différents types d'indicateurs qui pourraient aider des chercheurs à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables, puis quelles seraient les choses qu'on pourrait regarder pour se donner une idée de la qualité de l'information, puis de voir la sensibilité que vous allez vouloir appliquer à vos modèles. On a vu plusieurs options qui ont été présentées dans l'approche précédente, puis je pense qu'à un moment donné, ça va être la bonne stratégie à faire. Vous allez peut-être vouloir faire plus d'études de sensibilité si vous voulez aller à un niveau géographique plus détaillé, alors que si vous allez à un niveau plus global, bien, la robustesse des données est probablement semblable. Car là, ça va dépendre du type de variable que vous allez utiliser. Quand on a fait nos études de qualité, on a regardé dans des grands niveaux de géographie, province, territoire, puis ça, souvent, c'est documenté dans notre site Web, mais parfois, on est allé plus détaillé. On a lié d'autres sources de non-réponse pour identifier des billets potentiels. Fait qu'on a dit, le billet est toujours difficile à mesurer, à moins d'avoir une autre source qui mesure exactement la même chose. C'est difficile d'avoir vraiment le billet. On a comparé au recensement de 2006. On a regardé à des bases de données administratives. On a des bases de données administratives sur le revenu. On a des bases de données administratives sur les immigrants. Puis on a essayé de comparer
souvent, ce n'est pas tout à fait la même information, mais savoir est-ce que ça nous donne à peu près le même niveau d'information? Est-ce que ça nous donne le même genre de message? Puis ça fait partie des études qu'on a faites pour essayer d'évaluer la qualité de l'information. Ça a été mentionné précédemment. Un des indicateurs qu'on a fait dans la qualité de l'ENM, ça a été un taux global de non-réponse. Le taux global de non-réponse combine la non-réponse complète de ménage, la non-réponse partielle à certaines questions, dans un seul taux. Ça a été calculé à différents niveaux géographiques. Je ne dirais pas que ça a été un taux arbitraire. Ils ont fait des études, je ferai attention au mot arbitraire, ils ont fait des études pour essayer de voir à quel endroit on semblait avoir un seuil où on était peut-être inquiet du biais potentiel, puis par rapport à d'autres sources, on préférait ne pas diffuser l'information, on était inquiet pour des raisons de qualité. Fait qu'il y a eu des études méthodologiques qui ont été faites. Bon, est-ce que 48,6 ou 52, bon, est-ce que le seuil est exact? On a utilisé un seuil de 50 %, mais il y a eu des études méthodologiques pour essayer de voir quel serait un niveau raisonnable à partir duquel, quand on disait que c'était 50 %, on est inquiet pour les fins de qualité, puis c'est pour ça qu'on n'a pas diffusé. Merci. C'est pour ça qu'on a ajouté cet indicateur de qualité-là. C'était une approche qui avait été utilisée précédemment. Puis donc, un plus petit taux de non-réponse globale, ça indique un plus faible risque de biais. Puis quand on était à 50 % et plus, on a décidé de ne pas diffuser. On a rajouté des coefficients de variation sur le web. Fait que vous devriez avoir aussi des coefficients de variation qui sont disponibles pour différentes variables qui devraient commencer à vous donner une idée de la précision. Encore là, quand un coefficient de variation est plus élevé, ça vous donne une idée que la précision est plus faible. Il faut faire attention à la variabilité. Alors, le taux de non-réponse global au niveau du Canada était de 26 %, mais évidemment, ça varie encore là, dépendant du niveau géographique où vous allez. Ça va dépendre de la province où vous étiez. Ça a été plus élevé à l'île du Prince-Édouard, puis ça a été le plus faible dans les territoires du Nord-Ouest. Ce que les différentes études de qualité ont fait en bout de ligne, c'est qu'on a diffusé moins d'aires de recensement de sous-dénombrement. Alors, on a environ 4 500 aires des subdivisions de recensement. Ça correspond en général à des municipalités. On a diffusé de l'information sur 3 439 de ces aires-là. Ça représentait 75 % des municipalités. C'est plus faible qu'en 2006, où l'on arrivait à diffuser pour 97 % de ces municipalités-là. Mais comme encore là, ça a été mentionné dans la présentation précédente, ces aires-là représentent en général des régions géographiques avec petite population. Ça représentait souvent des aires avec des populations, dans certains cas, de moins de 40. Et donc, un impact sur la population totale, ça veut dire qu'on a produit des estimations avec l'enquête sur le ménage pour 97 % de la population. Ça reste un peu inférieur à ce qu'on avait en 2006, dans le recensement de 2006. Puis encore là, ce que ça vous donne comme idée, c'est en rouge, vous avez le recensement de 2006. En bleu, vous avez le recensement l'enquête sur nationale des ménages en 2011. Puis ça vous donne la proportion de la population pour laquelle des estimations sont disponibles avec l'enquête sur les ménages. Puis ce que vous pouvez voir, c'est que ça varie par province. Au Québec, en Ontario, on est un peu inférieur à 2006, mais on est plus élevé qu'à l'île du Prince-Édouard ou en Saskatchewan, par exemple. Puis en général, c'est les régions rurales où on a eu plus d'aires de dénombrement de sous-divisions de recensement qui n'ont pas été diffusées. Maintenant, la comparabilité. De façon générale, dans notre diffusion, on a pris la décision de ne pas comparer avec les recensements de 2006. On s'est concentré en général sur l'enquête de 2011 parce que c'est un instrument différent. Puis, dépendant de ce qui est fait, puis du niveau géographique où un analyste veut aller, ça peut être difficile d'assurer la comparabilité. En général, on s'est fié beaucoup sur 2011, puis on a fait des comparaisons en utilisant les forces de l'ENM, ça reste quand même un échantillon de 4,5 millions de ménages, 3 millions, peut-être un peu en bas de 3 millions de logements, mais ça reste quand même un grand échantillon. Comparons les choses qu'on peut faire avec 2011, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce qu'on a de 2011.
Mais quand vous regardez, dans 2011, on a les chiffres du recensement, puis on a aussi les estimations de population avec l'enquête nationale sur les ménages. On a utilisé une méthode de calage pour essayer le plus possible d'harmoniser les comptes de population entre l'enquête du ménage et le recensement de la population pour les aires géographiques. Parfois, les aires de calage ont dû être regroupées, puis donc ce n'est pas toujours parfait pour des aires particulières, mais ça, en regardant l'estimation de la population de l'enquête nationale du ménage avec ce que vous avez du recensement, ça peut vous donner une idée de la qualité, d'une idée de la couverture, dans quelle mesure l'enquête nationale des ménages semble avoir une population qui est semblable à ce qu'on a dans le recensement. Merci. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en général, le ratio est près. Il est à peu près de 1, mais il y a des endroits où il y a de la variabilité. Puis ça, c'est des endroits où, au point de vue qualité, vous devriez peut-être faire attention s'il y a une grande différence entre les deux estimations, l'estimation de population de l'enquête nationale sur les ménages, puis celle du recensement. Vous voulez peut-être regarder puis faire attention, regrouper des régions, faire d'autres choses. Puis évidemment, bien, plus les aires sont petites, puis plus on voit de la variabilité. C'est le message ici. Puis ça, c'est nos petites régions, donc moins de 1000 dans les aires de démontrement du recensement, puis là, on voit plus de variabilité. On a été capable de calibrer. Dans les grandes géographies, ça va bien. Dans les petites géographies, il faut les regarder. Le biais de non-réponse. Est-ce que les estimations sont affectées par le biais de non-réponse? Le biais de non-réponse, c'est une source possible d'erreur pour toutes les enquêtes, puis c'est vrai pour l'ENM comme pour toutes nos enquêtes volontaires. Puis le risque de biais, il augmente à mesure que le taux de non-réponse augmente ou que le taux de réponse diminue. Puis le biais de non-réponse, il dépend de la variable. Fait que dans certains cas, ça dépend dans quelle mesure les gens qui n'ont pas répondu sont différents des gens qui ont répondu. Fait que si c'est indépendant le phénomène de réponse du phénomène mesuré, il n'y a peut-être pas de problème. Dans certains cas, ça peut être lié, puis il peut y avoir un biais possible. Fait que c'est impossible de déterminer effectivement comment il y a eu de biais de non-réponse pour chacune des variables, parce qu'en général, on n'a pas cette information-là sur une autre source de données. Si on avait exactement la même information sur une autre source de données, on ne la recueillerait pas, on l'aurait ailleurs. Alors, on reconnaît qu'il y a un risque, puis que le risque peut augmenter avec des plus petites géographies, des plus petites populations. On a fait des études, comme j'ai dit, on a comparé à d'autres sources de données qui étaient parfois disponibles. Fait que dans les choses qu'on a observées, par exemple pour les peuples autochtones, les estimations puis les tendances par rapport à d'autres sources suggèrent que la population inuite qui serait à l'extérieur de Nunavut semble être surestimée à l'échelle nationale par rapport à ce qu'on verrait sur des données administratives qu'on a. Au niveau de l'origine ethnique, on a l'impression que l'estimation de l'ENM pour la population qui est née aux Philippines semble être surévaluée à l'échelle nationale quand on la compare à des données administratives qui viendraient de l'immigration. Au niveau de l'éducation, en général, les variables d'éducation semblent être assez comparables à ce qu'on obtient d'autres sources. Puis parfois, on avait des sources, parfois on a fait de la microsimulation, parfois on a essayé de prédire l'éducation change, mais on a les données de 2006, puis si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'éducation par rapport à de la microsimulation, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir exactement? Une des catégories au niveau de l'éducation, ça semble être les gens qui ont un diplôme universitaire, ce qu'on appelle BIBA, sous le niveau du baccalauréat. Fait qu'on peut avoir des fois juste un certificat au niveau universitaire, mais pas un baccalauréat. Ça, c'est une variable où on semble avoir des différences par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres sources ou ce qu'on pouvait s'attendre. Puis le revenu, je ne pourrais pas ne pas parler du revenu. Les mesures de faible revenu en 2011, on a comparé les tendances qu'on avait recensement avec l'enquête nationale du ménage, avec des choses qu'on pourrait dériver à partir des données administratives. On crée des fichiers par rapport aux données d'impôt à Statistique Canada. On l'a comparé à cette source-là. On l'a comparé avec d'autres enquêtes, comme l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu. Quand on regardait les tendances de faible revenu, on voyait des différences entre les tendances qu'on obtenait recensement 2006 puis l'enquête nationale du ménage 2011 par rapport à des tendances similaires qu'on obtiendrait entre les autres sources de données. Les niveaux sont toujours différents. Je pense que ça a été mentionné, puis c'est une des choses.
Chaque source de données a soit des couvertures différentes, a différents contextes qui vont faire que souvent les niveaux étaient différents en 2006, même quand j'avais le recensement. Ce qu'on s'intéresse, c'est les tendances, puis on a cherché à voir est-ce que les tendances semblent se poursuivre, étant donné qu'on sait que les niveaux sont différents. À cause de ça, on a décidé de parler, on a utilisé une mesure de faible revenu qui utilisait la force de l'ENM, qui comparait les différentes régions géographiques entre elles. Fait qu'on a utilisé une mesure de faible revenu. C'est une des mesures qu'on utilise ailleurs. Mais au niveau du faible revenu, je ferai attention avec on n'a pas fait de comparaison avec 2006. Puis ça, c'est une variable où je ferai un petit peu plus d'études, de la simulation, un peu comme ce qui est fait présentement. C'est des bonnes pratiques, je pense, pour valider les résultats puis voir ce qui est possible. Je n'irai pas pour... il y a d'autres exemples d'analyses qu'on a fait pour différentes autres dimensions qui semblent suggérer des endroits où un analyste pourrait peut-être vouloir faire attention. Mais il y a beaucoup d'études de validation qui semblent supporter. Si ce que vous faites, c'est des études à grande région, les grandes municipalités, les données semblent être fiables au niveau national, provincial, territorial. L'autre chose que vous devriez faire attention si vous faites de la comparabilité avec 2006, c'est qu'en 2006 et 2011, il y a une différence aussi de population cible. Alors, en 2006, le questionnaire long du recensement incluait les résidents qui résidaient dans des logements collectifs, puis les personnes qui résidaient ailleurs. Ce n'est pas vrai dans l'enquête sur l'ENM. Fait que quand vous allez faire vos études de comparabilité, vous voulez regarder la qualité de l'information, vous voulez peut-être regarder aussi la comparabilité, par exemple, dans le domaine de la santé, les logements collectifs, ça pourrait peut-être avoir un impact. C'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir ajuster pour des fins de qualité ou que vous allez vouloir examiner pour vos études, pour assurer des meilleurs résultats de qualité. Je vous remercie.